Salut à tous, on est ensemble pour le podcast Fight Time numéro 6. Je suis avec Samuel Monin, ceinture noire de Jiu-Jitsu brésilien. Salut Sam. Salut Fouad, bien ou bien? Ouais, nickel, très bien. Tranquille, bien tout le monde. Bon bah écoutez, on va parler aujourd'hui un peu du championnat d'Europe, c'est ça? Yeah, donc t'en reviens toi du championnat d'Europe de Jiu-Jitsu brésilien à Lisbonne? Exactement. Alors d'ailleurs, je vais vite fait préciser, c'est pas vraiment un championnat d'Europe parce que il y a beaucoup de Brésiliens, de non-européens, etc. C'est un Open d'Europe, mais tout le monde appelle ça un championnat d'Europe parce que c'est la plus grosse compétition du Jiu-Jitsu brésilien en Europe. D'accord, mais ça vient un peu partout. Ouais, il y a beaucoup de Brésiliens. Ouais. Beaucoup de Brésiliens, beaucoup de partout. Ça vient de partout, de Colombie, vraiment c'est un truc comme 4000 combattants sur 5 jours. Énorme. Non, Quelle a été ton impression cette année? Bah moi, ça m'a fait plaisir déjà d'y retourner parce que ça faisait, je crois, 2 ans que je l'avais pas fait. Franchement, grosse ambiance, hein, c'est la compétition de l'année en kimono, voilà, tout simplement. On retrouve pas cette émulation ailleurs, autant de combattants dans chaque catégorie, ça se retrouve nulle part ailleurs. C'est vraiment, et puis le niveau aussi est très très gros niveau. Il y avait beaucoup de gens de chez Atos, d'Alliance, de Gracie Barra, enfin toutes les grosses académies étaient bien représentées. Franchement, il y a rien à dire, hein, c'est vraiment la compète la plus relevée d'Europe en kimono. Ouais. Ils sont super chauds, Canyon Duarte. Il y a, comment il s'appelle, celui qui a gagné Sakate, l'absolute en noir. Batista, quelque chose. Je me rappelle plus son nom, excusez-moi, moi j'ai un peu les noms, les trucs. Mais voilà, il a gagné la KT absolue, il a passé tout le monde. En finale, Lucas Lepri, il perd aussi contre un jeune que j'avais vu, là. Je me rappelle plus son nom aussi, excusez-moi, moi je suis pas fan, je kiffe le jiu-jitsu et tout, mais je suis pas fan des noms, des trucs, je sais qui c'est. C'est dur à retenir aussi après, t'en as plein la tête. Ouais, t'en as plein. Après, moi j'ai des amis qui connaissent tous les noms, les prénoms, s'ils ont vu un café à midi ou pas, et je kiffe ça, hein, mais voilà, moi c'est juste, je me rappelle des têtes c'est surtout ça. Donc il y avait ce blond là que j'ai vu d'ailleurs gagner en marron partout et qui est plein de birimbolo. Il y avait les frères Rolotto aussi. Ouais. On les a vus quand ils étaient jeunes. C'est les 2 jeunes là de chez Aoji. D'accord. Les 2 frères jumeaux là. Donc ils ont fait un massacre. Non, franchement il y avait un gros niveau comme d'habitude, un gros niveau, grosse ambiance. Rien à dire, hein, comme d'hab, à faire pour ceux qui veulent vraiment voir ce que c'est le haut niveau du jiu-jitsu brésilien. Ouais, c'est intéressant. Ouais, non, En franchement, plus, ça fait un petit voyage à Lisbonne, c'est cool, quoi. ouais, c'est sympathique. Bon, cette année, il faisait pas très très beau, mais quand il fait beau, c'est vraiment une superbe ville. Hein. Les gens, ils sont gentils, la nourriture, elle est pas chère. Le top. Franchement, c'est super cool à passer quand tu passes quelques jours là-bas et que tu peux même y aller en famille avec ta femme. Moi, j'étais avec ma femme là cette année. Grâce à des sponsors que je remercie d'ailleurs, Kleenex et un sponsor qui veut rester un peu inconnu. Donc ouais, je les remercie carrément, c'était top. Moi franchement, comme je dis, hein, c'est mon 13e championnat d'Europe, je crois, sur 16. Ouais. Donc, j'en ai pas raté beaucoup et forcément moi je me suis pris le premier championnat d'Europe qui durait 1 jour et 3 quarts. Même pas 2 jours en entier, tu vois, et il y avait 500 combattants. Ouais, donc beaucoup plus de niveaux, beaucoup plus de... Ouais, beaucoup plus de monde, hein. C'est l'évolution du jiu-jitsu brésilien à l'heure actuelle, ça reflète un peu la chose, hein. Puis ce qui est hors norme, c'est que au jiu-jitsu brésilien, il y a une capacité de merchandising, merchandising, ouais, excuse-moi. Quel con. Merchandising, et ben ça, c'est fabuleux parce que les mecs en jiu-jitsu, ils achètent des t-shirts, des sacs, ils s'achètent vachement de trucs. La communauté soutient, quoi. Voilà, C'est rare dans les communautés comme ça de... Ça, et puis... Un soutien comme ça. C'est ça, les gens, ils achètent des kimonos, ils achètent des trucs, ils payent leur compétition, leur voyage, c'est beau. Puis il y avait j'ai trouvé aussi une bonne
une bonne solidarité entre Français. Tout le monde s'est supporté. Il y avait plus de clubs, de rivalité, C'était tout le monde ensemble en fait et voilà. Après il y en a qui ont fait des beaux résultats. J'ai vu, alors j'ai pas vu beaucoup de monde, mais de ce que j'ai vu en français, j'ai vu Vincent Nguyen qui a très très bien combattu, qui a gagné. J'ai vu, je sais pas s'il a gagné la finale parce que j'ai vu que sa demi-finale, je crois, ou quelque chose comme ça, ses premiers tours. Mais il a super bien combattu. Je crois qu'il a fait un podium. Il y a Mathias Jardin aussi qui fait, je crois, 2e ou un podium, 3e. Super bien combattu aussi. Ça faisait, je crois, un moment qu'il n'avait pas combattu, Mathias. Donc voilà, non, c'était une bonne compétition. Super. Très bonne compétition. Franchement, comme je répète à chaque fois, si vous avez un peu d'économie, mettez-les de côté et allez faire un tour de Lisbonne. Ouais. Faut le vivre. Ah ouais, ça à faire. Ah, la prochaine fois, j'irai. J'y suis pas allé cette année. Yes, donc on va aussi résumer l'UFN 143, l'Ultimate Fight Night 143. Cerudo Delichard. La dernière fois, on a eu des petits soucis avec YouTube pour les copyrights de l'UFC, c'est normal. Donc on va commenter par rapport à des photos, hein, c'est aussi bien. Donc on va parler du match Teixeira contre Robbins. Non, c'est Glovera, ça, non? Ouais, Teixeira. Glover ouais, Teixeira, c'est ça. Ok. Sachez que Fouad est beaucoup plus informé que moi sur l'UFC. Je vous le dis tout de suite, moi, j'ai un peu largué l'UFC. Et tu reprends, là. Ouais, je regarde. Je te remets dedans, on regarde un peu tout ce qui se fait en ce moment. Je regardais les gros combats, tu vois, mais après, je regardais plus. Il y en avait tellement à un moment, il y en a tellement des UFC, des UFN et des trucs que c'est dur à tout suivre. Donc sur ce match, il s'est bien fait démolir Teixeira avant de reprendre l'avantage. Il s'est fait mettre en situation très difficile. Bah, il était en montée. Carrément en montée. En plus avec les coups, il arrive à ressortir et en fait il finit dans la garde fermée. Hein. C'est ça. Il finit dans la garde fermée. Après, je pense que c'est plus. Alors, il est très bon. Teixeira, au sol, il est bon, c'est une ceinture noire. L'ancien sparring partner de Chuck Liddell quand il était au top. Je te dis ça tout à l'heure. Ouais, donc déjà, voilà, ça fait. Déjà debout, il est bon, mais je veux dire au sol, je sais que c'est une ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, puis c'est une bonne ceinture noire, je crois. Et donc là, il a le bras tête. Non, mais avant, t'as vu sur vite fait pour revenir au truc de la monte. Je pense que c'est plus son adversaire qui est pas très bon au sol. Dans le maintien, qu'il a laissé sortir. Ouais, mais même s'il y a pas le maintien, tu peux prendre le dos, tu peux faire des trucs. Surtout qu'à un moment, il y a le bras, il a la tête derrière le bras, il peut prendre le dos. Mais à mon avis, il est pas au top au sol. Et c'est les qualités de Teixeira. Et le fait que l'autre, je pense qu'il est pas au top au sol, qui fait qu'il a pu sortir de cette monte, parce que c'était quand même chaud, là, il en prenait plein la gueule. Ouais. Donc en bras tête, il arrive à sortir de la garde, de la demi-garde. Ouais, bah ça c'est pareil, tu vois, revient sur l'image d'avant, ça c'est pareil, ça c'est une erreur, quoi. Le mec, il est en demi-garde, et il arrive à te prendre un bras tête de la demi-garde. Là, normalement, un mec de jiu-jitsu, il tournait, alors déjà, il prend une vraie demi-garde, il tourne les hanches de l'autre côté, et avec son tibia, il essaie de le pousser pour reprendre la distance, déjà, avant toute chose. Il avait une sorte de butterfly avec sa jambe gauche. Ouais. Je pense que c'est ça qu'il voulait, il voulait plutôt le retourner, il pensait qu'il allait pouvoir le retourner, mais Teixeira a tout de suite passé la garde de l'autre côté. Mais tu veux le retourner vers quel côté, là, Teixeira? Par exemple, là, avec le crochet, il voudrait le retourner vers la cage. Non, de l'autre côté, faire une élévation. Ouais, mais le problème, c'est que ses hanches, elles sont tournées dans le mauvais sens, en fait. Ouais. Ses hanches, elles sont tournées vers la droite. Il a pas la puissance. Non, il peut pas, parce qu'en fait, comme ça s'appelle, il lui écrase les hanches de l'autre côté, en fait. Donc, forcément, la seule solution qu'il a, pour moi, hein, ça serait, moi, j'aurais repris une demi-garde et j'aurais remis de la distance, mais là, se faire prendre un bras-tête de la demi-garde, après pour l'autre c'est facile, hein, il saute par-dessus, en plus il lui tient pas les jambes, il fait rien, donc l'autre il saute par-dessus pour pouvoir ajuster la finalisation, parce qu'il sait que s'il passe la demi-garde sur un bras-tête, après c'est fini. Ouais. Là on appelle ça un side choke. Ouais, arme triangle. Ouais, arme triangle de bras. Ouais, il y a plusieurs noms après.
Mais voilà, je pense qu'il avait le combat un peu en main là, et que c'est quelques erreurs au sol ont fait qu'il perd ce combat qui était largement. Ouais, quand t'es comme ça, t'es pris. Tu peux... Là c'est mort. Puis là tu vois que il sait pas défendre parce que l'autre il est puissant, tout ce que tu veux, y a pas de souci, tu vois. Mais au moins essaye de faire une défense correcte, enfin un truc. Mais là, il y a même pas de défense. Tu peux pas. On dit souvent, tu fais le téléphone, tu mets la main comme si t'appelais pour faire de l'air. Ouais, mais là, c'est déjà trop tard. Mais là, je veux dire, la main gauche, la main droite, il devrait fermer son poing. La main gauche, elle devrait venir comme ça, au niveau du poing et pousser pour créer un peu d'espace pour pas te faire étouffer. Là, il y a aucune défense, en fait. Donc forcément, là, tu t'imagines bien que ça tiendra juste au brésilien, il se régale, quoi. Normal. Le truc, il doit être super bien ajusté, il doit être puissant, tout ça et tout. Si t'essaies même pas de défendre, c'est sûr que c'est mort, quoi. Voilà, Teixeira. Voilà, qui revient de loin, de loin, mais bon. Il avait perdu son match de juste avant. Pour ceux qui ont vu, c'était contre Gustafsson. Il s'est pris des tonnes d'hypercutes. Et c'était une grosse défaite. Donc, ça lui fait du bien, cette petite victoire. Ah, c'est clair. En plus, il est chaud, le Gustafsson. Aussi. Donc, Ostevic, contre Page Van Zandt. Ouais. Là c'est pareil, hein. Là on revient à une erreur de je vais te dire de jiu-jitsu, de grappling, appelle ça comme parce que depuis le début du match, Ostovic domine, enfin on va dire domine, elle a plus ou moins l'avantage, elle arrive à prendre le dos à Paige Van Zandt. Moi je trouve qu'elle domine un peu le combat, hein, ouais. jusque là elle domine le combat. Et elle fait l'erreur de lâcher le dos de Paige Van Zandt. Je pense que l'erreur elle se situe même avant, hein. Remets la photo s'il te plaît non, celle d'avant. L'erreur elle se situe là, déjà, hein. Je veux dire, là tu sautes, je sais même pas. Prendre le dos, elle a sauté pour prendre le dos. Pour prendre le dos, mais le problème c'est que la plupart des gens, enfin moi personnellement, de là j'aurais pas essayé de rentrer la jambe gauche en premier. J'aurais rentré la jambe droite, celle qu'on voit là, qui est à l'extérieur. D'accord. Parce que là, il faut savoir qu'il y a pas de kimono, donc ça glisse beaucoup plus. Est-ce qu'elle a une seatbelt? Je vois même pas, j'arrive pas à voir si vraiment son bras droit, à Ostovic, il est en dessous. Normalement, il est en dessous de. Mais Paige Van Zandt s'est baissée vers l'avant, et justement, elle a été super alerte de ce qui se passait. Elle a super bien défendu, mais l'autre, en fait... C'est une fraction de seconde, hein. Le temps qu'elle lui monte dessus, elle l'a tout de suite, elle s'est tout de suite baissée pour mais grave, mais je trouve que c'est une erreur, ça part d'une erreur, en fait, de Ostovic, parce que je te dis, moi, j'aurais rentré la jambe droite d'abord, sécurisé un premier côté, et après, j'aurais essayé de rentrer l'autre. Mais là, quand tu essaies de sauter comme ça et que tu essaies de... c'est trop flagrant. Et ouais, t'as l'autre crochet qui rentre à gauche, la meuf dessus, ce qu'elle va faire, c'est de balancer vers l'avant. Mais regarde, et ton crochet, la jambe droite, là, on la voit, et tu vois... Elle a essayé de la mettre, mais c'est trop tard, tu vois. C'est quand elle qu'elle était en train de se faire balancer, elle a réagi pour mettre le crochet. Si elle avait eu ce crochet, là, faut savoir qu'il y a des coups quand même. C'est pas comment te dire, tu peux pas te jeter dans du à peu près, en fait. Tu vois, je veux dire, vaut mieux sécuriser la truc que prendre des coups dans la gueule, quoi. Et là, c'est le début de la fin pour Ostovic. Elle se prend pas mal de coups. Justement, Paige Van Zandt, qui lui prend le dos. Et voilà. Et maintenant, on revient, regarde à ce que je te dis. Là, qu'est-ce qu'elle fait, Van Zandt? Elle rentre la jambe gauche d'abord. Elle a pas rentré sa jambe droite de l'autre côté. C'est la jambe gauche qui rentre d'abord parce que de là, tu peux sécuriser. Du côté où t'as l'underhook, en fait. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, elle a pris du côté gauche. Tu vois ce que je veux dire? C'est parti du côté gauche. Elle a rentré elle a rentré sa jambe gauche d'abord. Ce qui fait que l'autre, là, même si elle veut la balancer, c'est pas aussi facile que tout à l'heure. Si elle avait la jambe droite de rentrer, la jambe gauche sortie, tu te baisses un peu, tu secoues, la personne, elle glisse. Ouais. Mais là, tu glisses pas pareil, là, parce qu'en plus, si elle veut, elle peut fermer ses deux pieds comme ça, et fermer ce qu'on a, un demi-dos, tu vois. Et là, avec les deux crochets, tu es bien accroché, hein. T'es bien accroché. Ouais, donc quand on prend le dos, quand on saute il faut bien faire attention de quel côté on a l'underhook et de quel côté on rentre le premier crochet. Le premier crochet, c'est le plus important. Donc là, Paige Van Zandt, elle fait pas comme Ostovic, elle se fait pas balancer, elle se retrouve directement dans le dos, elle roule avec. Écoute, je sais pas.
Est-ce qu'elle roule avec ou l'autre elle roule avec. Elle roule avec. Ouais, le mouvement est magnifique, ça fait vraiment une belle roulade, c'est très joli. Et ben là, pourquoi elle peut faire ça? Et c'est là qu'elle passe le deuxième. Hein. Voilà. On le voit, elle est. Mais pourquoi elle peut aller vers l'avant comme ça? C'est ce crochet-là qui change tout. Ouais. Franchement, ça change tout. Ça change tout. Et après, elle rentre à la fin, ça a son autre crochet, tout simplement. Là, on voit le deuxième crochet ici. Et voilà, là, il est rentré. Ça y est. Et là, elle perd pas la position. Voilà, après. Elle reprend une sorte de monte. Non, elle reprend la monte, ouais. Elle reprend la monte. Parce qu'elle défend le dos. Pas la monte, demi-monte, parce qu'elle elle donne le dos direct, quasiment, Ostovic. Et là, elle se retrouve dans le dos, elle met pas mal de coups. Ouais, c'est mort. Elle part sur la clé de bras après, justement, grâce au coup, parce que je pense que elles ont pas assez de puissance pour pouvoir finir même au sol comme ça. Ouais, mais même, tu sais. C'est 125, hein, ça fait. Ouais, puis même les coups, ça permet de faire des ouvertures, hein, surtout. Et d'avoir la clé de bras ou des étranglements. Je veux dire, c'est 60, autour de 60 kilos, 62 kilos, il me semble. Tu vois, je pense qu'à 62 kilos, t'as du mal à mettre KO quelqu'un, même au sol, quoi. Ouais, si t'en mets quelques-unes, quand même, si t'en mets une 5-6 d'affilée, quand même, il y a arrêt de l'arbitre. C'est pas une grosse puncheuse, hein, Van Zandt. Elle est technique, elle est complète, mais elle a pas la puissance avec elle. C'est sûr. Comme Jessica Andrade, par exemple, la brésilienne. Donc là, elle part sur la clé de bras déjà. Ah, là, c'est pareil, hein, Là, t'es là, tu fais quoi, toi? T'es dans cette position. Je me protège, mais j'aurais pas monté mes bras aussi haut comme ça, là. Parce qu'avant, on voit qu'en fait, elle monte ses bras comme ça, tu sais. Ouais. Alors, oui, pour protéger les coups, d'accord, mais le problème, c'est que quand tu tends tes bras comme ça, et ben, déjà, t'es hyper contrôlable. Et puis surtout, t'as pas la même force pour faire comme ça clairement. que pour faire comme ça, tu vois ce que je veux dire. Et même si t'as de la force pour faire comme ça, une fois que tes bras sont là, et ben, pour aller là-bas, je veux dire, c'est con. Et puis t'as les bras qui là, maintenant, qui peuvent se tendre facilement, en fait, tout simplement. C'est comme pour la monte, hein. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils essaient de monter les genoux très haut pour te mettre les bras comme ça et après voilà, t'as les bras. Et ben c'est le même concept en fait. Donc elle part sur la clé de bras, elle essaie de se retourner, Ostovic, et pendant qu'elle se retourne, Van Zandt prend la clé de bras un peu sur le côté. Ah, tu peux toujours essayer de faire glisser avec les deux crochets. Ouais. Là, elle est bien prise. Pareil, là, tu vois, pour moi, là. Et c'est à ce moment que... Voilà, reviens sur l'image d'avant. On voit clairement... Ah ouais, il est tordu, le bras. Là, il est bien tendu, hein, ça, n'importe qui tape, là, à ce moment-là. Bien sûr. Mais reviens avant. Voilà. Ici? Ouais, non, avant encore, un peu. Ouais, même sur celle-là. Regarde, même sur celle-là. Alors là, voilà. Là, on tombe sur alors là, tu te fais attaquer le bras en clé de bras. On est bien d'accord. Ok. Et en fait, le problème, il est là, en fait, souvent. C'est que les gens, ils pensent sortir avec la force. Ah oui, là, ça glisse, ça truc, mais si tu tombes contre quelqu'un qui est vraiment meilleur que toi au sol, il te laissera pas glisser le bras facilement. Et ben là, pour moi, c'est une erreur de posture qu'elle a, Ostovic. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le bras il est pris, il faut pas essayer de tirer en arrière parce qu'en fait tout ce que tu fais c'est avoir les fesses hautes et la tête basse et en fait quand tu tires en arrière forcément tu tends ton bras. Ouais, tu lui donnes l'angle parfait pour tu tends ton bras tout simplement. Ouais. Et donc là ce qu'elle aurait dû faire c'est plus se rapprocher d'elle. Moi personnellement, j'aurais posé mon genou droit au sol avec la jambe gauche là qu'on voit là, je l'aurais laissé plier, mon genou droit au sol. Et j'aurais défendu ma main en mettant la pression sur elle, en l'écrasant pour l'empêcher au lieu de reculer. Ouais. Faut l'écraser là pour pas qu'elle puisse justement tendre ses hanches et faire la clé de bras. À mon avis. Voilà, Paige Van Zandt, très jolie clé de bras. Voilà. C'était pas joué parce que elle avait du mal un peu au début du match. Ouais, mais techniquement après elle a surpassé. On est à Gilles Spy contre Menderos. Ouais. Donc là, il y a une jolie amenée au sol. Action en plusieurs étapes d'ailleurs. Ouais. On va mettre un peu plus loin. Voilà, quand il le décolle de la cage. Donc là, il le décolle de la cage, mais il met les bras en contre pour empêcher de se faire envoyer en avant. C'est ça. Et ce qu'il fait, c'est malin, il le lève un peu. C'est ça, hein, il le lève un peu vers
Il fait décoller ses jambes, en fait, sur le côté, vers l'avant un peu, pour le déstabiliser, et il l'emmène, il le dépose. En 2-3 fois. C'est ça. Après, c'est l'angle, en fait, hein, tout simplement, qui est choisi, hein, qui est bon. Parce qu'en fait, s'il avait continué à pousser tout droit l'autre avec ses mains, il aurait bloqué, il aurait fait chier, tu vois. Ouais. Mais en fait, en poussant sur le côté, comme ça, et ben forcément, il va tomber sur le côté, sur le flanc. Il pourra pas le défendre. Donc de là, il lui prend le semi-dos, il est semi-monte, on va dire. Ouais. Là, on voit le contrôle des bras à chaque fois. Hein. Après, là c'est de la lutte. Le mec, s'il est puissant, ça commence à devenir pénible. Ouais. Là, tu sais quoi, il veut lui attaquer une Kimura, je crois, non? Ouais, et du coup, il lâche l'affaire. Voilà, il tourne, il donne le dos. Ah. Il se retrouve... Très chaud, hein, de donner le dos. Est-ce qu'il vaut mieux pas donner la monte ou... Je sais pas. Il le met à plat. Donc on va voir, là, il passe les crochets qui vont mettre la pression sur les cuisses. Et les hanches. Et surtout l'appui avec les hanches sur son bas du dos, ce qui fait qu'il le met à plat. Là, on le voit bien, il décolle les jambes. En fait, c'est pas qu'il décolle les jambes, en fait, là. C'est qu'il met tellement de force. Ses jambes décollent du sol, quand même. Non, mais en fait, ouais, mais c'est pas, en fait, parce qu'en fait, quand on dit ça, on aurait l'impression qu'en fait, avec ses jambes, ses talons, enfin, ses jambes, il pousse les jambes de l'autre vers le haut. Non, mais c'est pas ça, en fait. C'est qu'en fait, il met tellement de pression, là, sur ses hanches, que forcément, ses jambes, elles montent en même temps que ses hanches, elles appuient. Son corps se retrouve arqué. Exactement. C'est pour ça que t'as l'impression qu'en fait, t'as plus de puissance. T'as aucune puissance. Quand t'es comme ça, t'es posé sur l'abdomen et tu peux strictement rien faire. Exactement. Et t'as les jambes en l'air, pas parce que le mec, en fait, il force avec ses jambes, il force pas avec ses jambes, c'est parce que la pression des hanches fait qu'il te maintient comme ça. Pour ceux qui se sont retrouvés dans cette position, ils savent. Ah, c'est horrible. Vous savez. Surtout quand il y a des coups en plus. Ouais, c'est très difficile de gérer sur les côtés, sur les tempes et tout. Et donc là, il lui assène tout ce qu'il a. Là, tout simplement, il l'a, comment ça s'appelle, il l'a surpassé au niveau lutte. Hein, je veux dire, à partir du moment où ils ont clinché, il a disparu de la circulation. Ouais. C'est aussi simple que ça. Bah, là, il lui a tombé des gros coups. Tu commences à prendre des coups dans la tête. Et l'arbitre a été obligé d'arrêter. Ouais. Bah ouais, parce que là, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Joli. Donc, on va parler aussi du main event, là. Ouais, qui a été très rapide. Cejudo Delisha. Ah, il a été très très rapide. Cejudo, il est arrivé avec la hargne. Il voulait pas la perdre, sa ceinture. Ouais, et puis c'est quoi, tu m'as dit, un lutteur... Ouais, c'est un champion olympique. Champion olympique de lutte. Voilà, hein, c'est simple que ça, quoi. Tu tombes contre un champion olympique, s'il te clinche, il a pas peur, non, mais il a pas peur de balancer quoi que ce soit, en fait. Ah non, mais c'est clair. C'est ce qu'il disait Ben Askren, tu peux balancer tout ce que tu veux, t'as pas peur de te faire emmener au sol, donc tu peux risquer absolument tout, quoi. Ouais, c'est clair. Parce que tu sais qu'au moment où le mec, il va vouloir t'emmener au sol, tu défends. Ouais. Donc il lui a mis... quand tu tombes contre John Jones. Il lui a mis un petit high kick au début aussi, C'était surprenant parce que tout le monde se disait que c'était plus de Delisha qui allait mettre un high kick. Ouais, mais le problème c'est que comme il dit Askren. Ouais. Ben Askren. Ouais. Ce qu'on me dit, c'est que en fait le problème c'est qu'à la fin les mecs quand ils tombent contre des mecs hyper forts comme ça, même leur boxe elle change, ils ont peur de boxer un peu et regarde Conor contre Khabib. Ouais. À la fin ils ont tellement peur de boxer parce qu'ils ont peur de se faire amener au sol en fait. Le lutteur arrive plus à toucher le boxeur vu que il arrive à le faire rentrer dans son jeu. Bah ouais, en ce moment à l'UFC en tout cas ouais. En ce moment après peut-être il arrivera un boxeur comme à l'époque de Chuck Liddell qui te mettait des grosses patates et que quand tu l'amenais au sol il se relevait dessus, tu vois. Ouais. Mais là à l'heure actuelle ils ont tellement peur de se faire amener au sol que même leur boxe elle prend pas le dessus alors qu'ils sont meilleurs en boxe à la base que les mecs, tu vois ce que je veux dire. Et ouais, forcément quand tu commences à envoyer les gauches droites, le mec il plonge dans tes jambes, c'est plus pareil. Tu vois, c'est chaud. Et puis à ce niveau puis t'es tout le temps sur la défensive, t'es tout le temps en mode je sais pas trop ce qui va se passer. Toujours peur de te faire amener au sol. Donc forcément tu peux pas lâcher les coups pareils. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec là ça a été hyper rapide, mais c'est un peu en gros ce qui s'est passé avec Conor contre Khabib. Hein. Conor il a même pas pu exprimer sa boxe vraiment.
Parce que, je veux dire, s'il commence à jeter les coups et que l'autre il lui passe en dessous, il va le jeter en l'air. Mais Delisha, il a été surpris par les coups, par l'attaque agressive en fait. Bien sûr. Il s'attendait plus à quelqu'un qui allait lui faire de la lutte, quoi, essayer de l'emmener au sol. Mais non, pas du tout, quoi. Après, voilà, à ce niveau-là, la stratégie de combat elle est super importante. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu. En dehors de la préparation, en dehors des entraînements, en dehors de la diète. Ouais, le mental. Et puis il y a une stratégie de combat, je crois. Je crois que vraiment à ce niveau-là, les mecs, ils étudient leur adversaire par cœur. Ouais, tout à fait. Les trucs et puis ils les font réagir. Ouais, puis je trouve que les entraîneurs de l'UFC sont hyper pointus, quoi. Au niveau stratégie, ça devient, t'as quelques entraîneurs, quoi, qui vraiment... qui sont à la pointe. Voilà, à la pointe, tu vois. Son entraîneur, il aurait pu lui dire, ouais, regarde, il lui dit, ouais, tu défends un peu 2-3 coups et après tu... Mais non, il a bien fait. C'était la bonne stratégie à adopter, être agressif. Ouais. Et comme ça, tu le déstabilises dès le début parce que l'autre, il va avoir peur que tu l'amènes au sol. Mais si tu commences à envoyer des points et des pieds et que tu commences un peu à toucher... Tout à fait. Forcément, l'autre, il se dit, attends, putain, là, ça commence à être compliqué. Il est bon au pied-point, il est bon au sol, il est bon en lutte, ça commence à Henry Cejudo. Donc champion 135, 125. Ouais. Il avait battu. Ça fait combien en kilos ça fait 62. Ouais. 62 kilos. Comme 62. Il avait battu TJ. Ouais. C'est ça, DJ. Lequel? Non, tu parles pas. Demetrius Johnson. Ouais, Demetrius Johnson. Il avait battu Demetrius Johnson au point. Ça, c'est chaud. Il avait perdu il y a 4 ans quand même. Il avait perdu la première fois. Ouais, mais il y a 4 ans. C'était, je crois, son 2e ou son 3e match à l'UFC. Et il a repris il y a quelques temps, là, il y a moins de 6 mois. Ouais. Et il a gagné, au point. Chaud. L'autre, il avait pas perdu depuis 10 ou 11 ans. Ouais. Il avait, non, moins que ça, mais il avait 11 défenses. 11 défenses de ceinture. Ouais. C'est énorme. Et ils l'ont envoyé à One FC maintenant. Et ils ont recruté l'autre. Ben Askren. On n'a pas encore vu. D'ailleurs, il est contre Robbie Lawler bientôt. On va voir ça. Ça va être un beau combat, ça. Ouais, ça va cogner. Ça va être chaud. Ça va cogner. J'ai hâte de voir. C'est quand le prochain event, là? C'est le 9 février, je crois. C'était écrit sur le. On va remettre une photo où on voit ça. Comme ça, on va dire ça. Le 9 février, c'est le 9 février. UFC ou un Fight Night? Ouais, c'est un UFC, c'est un pay-per-view. UFC 234, le samedi 9 février, c'est bien ça. À Melbourne, en Australie. Ouais, ça va être bien. Ouais, carrément. Et je crois qu'elle est sympa en plus, la carte. J'ai vu quelques noms. Faudrait qu'on se fasse un petit post, non pas un post, un pré-fight, tu vois, qu'on passe par la carte et qu'on regarde un peu dans la carte et qu'on se dise qu'est-ce qui va se passer. Moi je pense que ça. Ouais, carrément. On va se faire un petit truc comme ça pour l'UFC 234. Ouais, ça sera notre prochain podcast. Voilà. Donc on a fait le podcast numéro 6, Fight Time, avec DF et Samuel Monin. Avec plaisir. Yes. Donc à la prochaine, je vous dis. À plus les fighters. Yeah, big up.